Henri Pivet. Voilà. Bon, allez, on attaque. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette réunion d'information donc par rapport à l'EMDR. On va parler beaucoup de ça ce soir. Euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Hypnosalis, nous sommes un organisme de formation qui existe depuis 12 ans. On est dans plusieurs villes en France. Nous formons à tout ce qui est hypnose thérapeutique, certifié Calliope. Aujourd'hui, en 2025, on va vous proposer des formations en EMDR, un outil qui est cousin, on va dire, de l'hypnose et complémentaire, surtout pour certaines problématiques. L'idée de ce soir, c'est de vous la présenter de façon globale. Qu'est-ce que vous allez trouver dedans, à quoi s'attendre, comment ça peut vous aider à développer votre approche, votre cabinet, sur quel cas, c'est très efficace. Du coup, c'est Julien qui va se présenter et puis vous expliquer tout ça, le contenu de la formation, parce que ce sera lui notre référent MDR, puisque nous, on fait de l'hypnose, donc ça sera sa partie. Et bien sûr, pour la gestion de tout ça, bah, vous me retrouverez pour gestion des salles, etc., comme pour les autres formations. Voilà. Julien, je te laisse la parole. Merci François. Merci infiniment déjà pour l'organisation de ce webinaire qui permet aussi de découvrir les autres formatrices d'Hypnosalis. Je découvre en même temps un petit peu cet environnement. C'était aussi l'occasion de présenter, oui, un outil, le MDR, un outil dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, de plus en plus, tout ce qui relève des thérapies brèves stratégiques. Donc, j'ai rencontré François il n'y a pas très très longtemps, on a échangé grâce à André, que je remercie d'ailleurs d'avoir fait le relais. J'étais déjà formateur en EMDR et puis j'ai développé, modélisé et déposé une marque qui est EMDR PEPS, PEPS. J'en parlerai un petit peu plus tard. Pour répondre finalement à ce que je peux constater dans le cadre des formations d'EMDR, des supervisions et surtout des prises en charge. Donc je m'appelle Julien Chauvin, j'ai 43 ans, je suis sur la Savoie et mon entreprise s'appelle EMDR PEPS Alpes-Savoie, je ne fais que de l'EMDR et je ne propose que de l'EMDR et thérapie brève stratégique. Comment j'en suis arrivé là? À pouvoir proposer uniquement cet outil-là, enfin cet outil-là, on va dire que on va en discuter tout à l'heure sur qu'est-ce que l'EMDR, en quoi c'est spécifique avec toutes les ramifications qu'il peut y avoir. J'en suis arrivé déjà à titre professionnel à utiliser l'EMDR puisque je travaillais comme analyste du travail spécialisé en psychopathologie au travail, comme expert. Donc j'intervenais beaucoup sur les organisations de travail et j'avais l'expertise sur les troubles psychiques et les troubles cognitifs. Donc en gros, mon travail consistait à intervenir uniquement sur des professionnels qui avaient une reconnaissance du handicap bien identifiée, soit sur les problématiques psychiques et ou troubles cognitifs, et où les difficultés pouvaient se manifester dans leur monde du travail ou alors à la suite d'un licenciement pour inaptitude avec l'idée d'accompagner la personne dans une transformation. J'ai accompagné pendant pas mal d'années situations plutôt médico-sociales. J'ai fait protection de l'enfance. J'ai travaillé sur ministère de la Justice. Tout ce qui relevait en gros de chantier où il fallait intervenir pour pouvoir aller éteindre le feu. L'analyse du travail, c'est à la fois un DRH et un psycho du travail. D'ailleurs, dans mon parcours de formation, j'ai donc un master 2 en analyse du travail. Là, je suis en train de terminer un deuxième master 2 en psycho du travail pour avoir justement les deux casquettes et pour pouvoir continuer à faire de la recherche. Et après, j'ai enchaîné sur pas mal de formations en prépa mentale, en UMDR de niveau 1, niveau 2, tout ce qui relève d'autres thérapies brèves stratégiques. Car quand on est dans cette activité, et j'ai mené ces missions-là pendant un peu plus de 8 ans, systématiquement, quand on se retrouve dans des situations très difficiles, on a besoin d'outils pour trouver des solutions, des alternatives. Et bien que la psychologie clinique, qui est quand même un cursus par lequel je suis passé, on n'a pas le temps clairement de faire 15 ans de psychanalyse pour régler une problématique au travail, ou quand la personne est en situation de détresse,
bah, pour le coup, on va devoir trouver des alternatives. Et assez rapidement, finalement, le MDR s'est trouvé sur mon chemin. Et puis, ça correspond à la philosophie des missions qui m'ont été confiées. Et puis, progressivement, j'ai monté mon entreprise. Et c'est ce qui m'a amené à être formateur. Je fais de la supervision, spécifiquement sur professionnels de santé, psychothérapeutes, psychopraticiens, des gens qui viennent de l'hypnose. Formateur en EMDR de niveau 1, protocole standard, on y reviendra. Les protocoles périphériques sur les traumas complexes, c'est pareil, j'en parlerai. Et puis sur tout ce qui relève de la systémie, sur le questionnement stratégique, j'ai construit différents modules qui permettent de pouvoir accompagner les professionnels à une meilleure compréhension des thérapies brèves. Et puis tout à côté, voilà, je fais que de la consultation sur les thérapies brèves, donc 80% en téléconsultation. Donc c'est pareil, c'est un sujet, hein, le MDR en visio, est-ce que ça fonctionne? 80% de ma patientèle est en distanciel. Et on comprendra pourquoi finalement le MDR en présentiel ou en distanciel, euh, les fondamentaux restent les mêmes. Donc voilà pour me présenter assez brièvement. Euh, donc j'animais jusqu'ici des formations en psychoclinique. Alors j'ai plutôt une orientation neuropsychologie, psychologie cognitive, puisque l'EMDR fait partie des thérapies qu'on va classer dans les TCC, les thérapies comportementales. Et sa branche fondamentale restera la psychologie cognitive. Donc c'est vrai qu'il y a une approche assez neuro, ce qui la rend aussi très intéressante, très différente de l'approche psychanalytique, même si encore il y a des choses qui sont très intéressantes aussi dans ce domaine-là. En ce qui concerne le MDR, pour déjà répondre à plusieurs questions que j'ai systématiquement en formation. Alors depuis septembre 2023, j'ai dû animer entre 20 et 25 sessions de formation en EMDR de niveau 1 et de niveau 2, former donc des psychologues, des psychiatres, des médecins urgentistes, des hypnothérapeutes, des infirmiers, infirmières, des gens qui arrivaient de la kinésiologie. Donc, c'est vrai que c'est une discipline qui peut être ouverte à tous les professionnels de l'accompagnement, qu'on soit psychologue clinicien ou hypnothérapeute, ou qu'on vienne de la psychiatrie ou qu'on vienne de finalement de la kinésiologie. Le MDR est un mode de pensée quand même assez spécifique. Donc, le prérequis, j'ai envie de dire déjà pour aller vers une thérapie type EMDR, c'est déjà être dans ce questionnement stratégique et réussir à aborder les choses assez différemment de ce qu'on peut entendre sur finalement la thérapie traditionnelle. Donc, on va travailler sur des boucles neurologiques et donc avec des protocoles qui sont très sécurisés et quand je dis très sécurisé, là, je vais y venir. Pourquoi le protocole, pourquoi le MDR, on entend tout et n'importe quoi? C'est parce que il n'y a pas de réglementation sur la formation ou l'application de l'EMDR. La première chose à savoir, c'est que l'EMDR n'est pas une activité réglementée. Il n'y a aucun décret, aucune loi, il n'y a aucun élément qui vient dire que l'EMDR est réservé aux psychiatres ou aux psychologues. Alors ça s'explique très simplement parce que le MDR est arrivé par les États-Unis avec Francine Shapiro qui, alors la légende dit que dans les années 90, elle est atteinte d'un cancer et puis elle a les yeux qui bougent. Bon, après, il y a toute la partie légendaire autour de ça, mais quoi qu'il en soit, aux États-Unis, elle travaille sur cette hypothèse-là que les mouvements oculaires qui seront en lien avec le sommeil paradoxal pourraient agir d'une façon ou d'une autre sur le rapport qu'on a aux émotions. Et donc, elle vient travailler sur cette thématique-là, et elle fait de la recherche, et elle vient à modéliser dans les années 90 l'EMD, le R arrivera plus loin, EM pour Eyes Movement, on va parler des stimulations bilatérales alternées, D pour désensibiliser, et puis progressivement, on va venir mettre le mot reprogrammation. Mais dans les années 90 aux États-Unis, étant déjà culturellement plutôt orienté solution, pour eux, c'est pas un problème. Et puis David Savant-Schreiber, qui était quand même une personnalité éminente et qui a importé le MDR en France, vient à créer une structure qui s'appelle EMDR France. Et EMDR France, c'est là, pour le coup, ils ont
communiquer de façon intelligente pour protéger aussi un peu leur business, puisque c'est une marque déposée, en faisant passer le message que seuls les psychologues, psychiatres et médecins pouvaient être formés à l'EMDR. Comme c'était les seuls à avoir un peu la main sur la formation de l'EMDR, bah, tout le monde a pensé que c'était réservé uniquement à ces professionnels-là. Et progressivement, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Pas de réglementation, donc on a pu voir émerger des formations par-ci, par-là en EMDR. Le point d'ancrage, en ce qui concerne le MDR, c'est ce qu'on appelle le protocole standard. Le protocole standard, c'est le protocole de Francine Shapiro. C'est le seul protocole en EMDR qui a été validé scientifiquement. C'est le seul protocole qui, aujourd'hui, est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé en 2006. Et progressivement, dans tous les pays, on a les instances, comme en France, l'INSERM et la Haute Autorité de la Santé, qui vient confirmer l'efficacité de l'EMDR dans le cadre du traitement d'état de stress post-traumatique. Ça, c'est très important parce que quand vous tapez sur Internet formation EMDR, vous allez avoir un peu de tout. Mais le seul protocole qui est reconnu scientifiquement, c'est le protocole standard. Et c'est un protocole qui est très rigoureux, qui est très accessible à condition d'être dans l'état d'esprit de l'EMDR, c'est-à-dire des boucles cognitives, des boucles neurologiques. En gros, en EMDR, une chose qu'on apprend, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé pour régler le problème du présent. En EMDR, très simplement, on va se préoccuper de ce que la personne vit dans le présent, de toute la construction neurologique qui est posée pour pouvoir aller désensibiliser et reprogrammer. En EMDR, on n'a même pas besoin du souvenir d'origine pour aller régler la problématique à l'instant T. Alors ça pose un cadre de réflexion très intéressant parce que ça veut dire que finalement, toute l'introspection, en EMDR, on n'en a absolument pas besoin. Le protocole standard, dans sa rigueur et dans son application, permet de régler beaucoup de problématiques dans un temps très court et de façon définitive, à condition d'être très rigoureux, de respecter le protocole standard. Et c'est vraiment quelque chose, c'est comme une partition de musique, c'est ce que je dis souvent en formation. Je vois Julia et je sais qu'il y a deux, trois personnes que j'ai formées en EMDR qui sont présents. Euh, Ils le savent parce qu'ils m'ont pratiqué en formation. C'est vraiment quelque chose qui est juste extraordinaire à vivre. Mais ça pose vraiment beaucoup de questions quand on a déjà de la pratique dans les thérapies, pour soi-même ou en tant que praticien parce que ça remet vraiment d'autres curseurs. Le protocole standard, 2006, recommandation internationale, validation scientifique, on ne parle que de ça. Et donc, si demain, vous voulez vous intéresser à la pratique de l'EMDR, je vous inviterai principalement à vous concentrer sur le protocole standard. Sur Internet, vous avez des hybrides, vous avez Rimo, vous avez tout un tas de choses qui vont utiliser les stimulations, DTMA, etc., etc. Mais attention, ce n'est pas le protocole standard. Et quand on vend de l'EMDR à ses patients, à ses clients, dans sa communication, aujourd'hui, les personnes qui viennent vous voir veulent une seule chose, c'est l'EMDR qu'on a entendu parler, donc du protocole standard. Dans le cadre des formations qui vont être proposées avec Hypnosalis sur 2025, je vous ai dit que j'avais développé une marque qui s'appelle EMDR PEPS pour PEPS, PE pour protocole étendu, j'en parlerai, et PS pour protocole standard. C'est-à-dire que le cycle 1 qui est proposé, c'est le protocole standard de Francine Shapiro, tel qu'il a été écrit, tel qu'il a été conçu et tel qu'il a été validé. C'est le point de départ indispensable pour pouvoir s'aventurer derrière dans la prise en charge des traumas complexes ou des situations plus complexes avec des protocoles autres, mais qui relèvent toujours des mêmes logiques en EMDR. Donc, gardez à l'esprit que dans EMDR PEPS, PS signifie simplement protocole standard parce que c'est, à mon sens, le point d'ancrage le plus important. Il n'y a pas de contestation possible sur ce protocole-là. Je n'ai pas l'intention de réinventer ce qui existe déjà. J'ai pas l'intention de réinventer l'eau chaude en disant j'ai fait un EMDR mieux que l'EMDR initial. Non, la référence, c'est le protocole standard. À partir de là, quand je forme des professionnels sur le protocole EMDR, c'est uniquement sur le protocole de Francine Shapiro. Donc,
Le premier cycle, il sera consacré exclusivement sur ce fameux protocole standard. Après son champ d'application, on va voir que ben, finalement, euh, ça reste assez flottant si on n'a pas une bonne clarification de ce qu'on peut appeler un trauma. Mais quoi qu'il en soit, cycle 1 proposé en 2025, 4 jours de formation, ce sera 4 jours de mise en application et de compréhension et d'expérimentation du protocole standard. En amont, et ça c'est quelque chose, ça a été un point d'entente très important avec François et avec les associés quand on a pu échanger. L'expérience m'a montré que quand j'arrive en formation, il y a un vrai décalage en fonction d'où on arrive. Et c'est pas un reproche. On a tous notre parcours professionnel. On peut arriver de l'hypnose, on peut arriver du soin, peu importe. Mais la mise à jour pour arriver en formation EMDR est très importante. Et là où j'intervenais auparavant, ben, je me retrouvais dans des sessions de formation au premier jour. Au lieu de rentrer dans le protocole standard, ben, je devais faire une mise à niveau, une mise à jour sur ben, qu'est-ce qu'un trauma, trauma type 1, 2, 3, 4. Quand on parle de complexe amygdalien, on parle de quoi? Quand on parle d'état de stress post-traumatique, c'est quoi? Quand on parle de thérapie brève stratégique, ça veut dire quoi? Quand on parle de questionnement stratégique, ben, on parle de quoi? Et avec François et les associés d'Hypnosalis, on s'est entendu pour vous proposer 6 petits modules qui seront disponibles en e-learning en amont de la formation. En gros, euh, vous arriverez en formation avec, on va dire, 6 blocs qui me semblent indispensables. Les blocs qui sont indispensables, ben, c'est clarification sur qu'est-ce qu'un trauma de type 1, qu'est-ce qu'un trauma de type 4, 2, 3, qu'est-ce qu'un trauma de type 2 non compartimenté. Et c'est un point d'ancrage extrêmement important parce que justement, la complexité de la prise en charge en EMDR va consister à essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue quand je suis face à quelqu'un qui vient et qui me dit, j'ai peur de prendre l'avion. Est-ce qu'on est sur un T1, T2, T3, T4? Et en fonction du type de traumatisme, ben, on va avoir des subtilités dans les protocoles. On va devoir peut-être s'ajuster sur d'autres protocoles en amont. Donc, ces vidéos, elles sont indispensables pour avoir une connaissance de base sur le fonctionnement neurologique. C'est quoi l'amygdale, c'est quoi le préfrontal, à quoi ça sert, pourquoi on parle de mémoire sensorielle, comment on enregistre l'information, parce qu'au final, on va vite s'apercevoir que tout ce qui relève du contenu traumatique, c'est un encodage d'informations qui dysfonctionne et qui vient travailler sur différentes zones du cerveau qui viennent nous paralyser. Il y aura un petit module sur le questionnement stratégique, sur la posture, sur les contre-indications s'il y en a. Et puis, là, je les ai plus tous en tête, mais grosso modo, on va être sur l'exploration du traumatisme, bah, sur le cerveau, sur la mémoire, et donc sur les émotions et sur le comportement. Ça, c'est pour le cycle 1. Donc, 6 vidéos en ligne pour résumer en amont pour au moins que vous soyez tous sur le même niveau d'information, ce qui va permettre de pouvoir arriver en formation de niveau 1 sur le protocole standard avec justement cette connaissance de base. Et là, pour le coup, l'expérience, elle est facilitée parce que bah, si dès le départ, on est tous sur la même longueur d'onde, à partir de là, on va pouvoir rentrer très rapidement sur la formation. Et la formation de niveau 1, on va être sur explication du protocole avec les détails techniques. Ensuite, une démonstration dans le réel. Démonstration dans le réel, c'est je prends quelqu'un qui accepte et je fais directement une démonstration devant les personnes pour voir que j'ai pas besoin d'avoir d'informations trop importantes pour pouvoir faire mon job. Et puis, c'est important que vous voyez comment ça se passe dans le concret. Parce que il y a des formations de EMDR où il n'y a pas de pratique. Il y a des formations de EMDR où il n'y a même pas de démonstration. Pour ceux qui ont suivi une formation avec moi, la démonstration permet de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la subtilité. C'est essentiel. Je ne pourrais pas vous former correctement si je ne vous montre pas, ben, un, qu'est-ce qui se passe quand on rentre en EMDR, et deux, la posture, le recadrage, parce que c'est quelque chose qui est très, très utilisé dans les thérapies brèves stratégiques. Et puis, surtout, pour vous montrer que les stimulations visuelles, kinesthésiques ou auditives, finalement, représentent que 10% du travail. L'erreur commune, et je le dis aussi maintenant parce que c'est important de vous apporter cet éclairage, si vous allez faire de la recherche sur Internet, souvent j'entends,
J'ai fait des séances et j'ai fait bouger les yeux, il s'est passé quelque chose. Alors, si vous voulez vous aventurer là-dedans, je vous le déconseille parce que pour avoir l'explication scientifique de tout ce qui se passe sur le plan neurologique quand on fait des stimulations, on fait tout et n'importe quoi. Le protocole de Francine Shapiro, il met tout le monde en sécurité. Et c'est vrai que c'est un outil qui est extrêmement puissant si on l'utilise correctement, si on sait prendre son temps, et si on est capable d'aller décoder finalement au fur et à mesure des petits signaux, mais gardez à l'esprit qu'en EMDR, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, le protocole en lui-même, il est suffisamment sécurisé pour avancer vraiment dans le confort, si on peut parler de ça comme ça, avec son patient et que les expériences négatives que vous pouvez entendre sur Internet sont tout simplement les expériences où le praticien, la praticienne est rentré tout de suite en désensibilisation, sans s'assurer au préalable d'aller vérifier si tout était OK. Et où, très souvent, en fait, des protocoles complètement anarchiques. Et donc, à partir du moment qu'on sort du cadre, bah, pour le coup, oui, c'est un peu plus risqué. Et on a des personnes qui vivent des expériences de désensibilisation qui sont traumatiques. Vous allez rencontrer des gens qui ont été traumatisés de l'EMDR, ce qui est un non-sens. Mais ça s'explique très simplement par, un, la non-maîtrise du protocole, et deux, de vouloir aller tout de suite en désensibilisation, qui est une erreur très régulière. Mais bon, ça, je le martèle suffisamment de fois en formation, je le montre, je le démontre, en disant que la clé de voûte, l'objectif de l'EMDR, c'est de reconfigurer un réseau neuronal. C'est pas d'aller agiter la baguette pour faire bouger les yeux. Ça, c'est dans la légende. Dans le cadre de cette formation-là, il y aura évidemment des vidéos de démonstration, il y aura du support, il y aura de la supervision proposée par la suite pour pas vous laisser non plus uniquement avec l'outil entre les mains, avec 4 jours de formation où ça passe très très vite et où l'expérience personnelle est aussi éprouvante, puisque dans le cadre de la formation, vous allez aussi l'expérimenter sur vous-même, sur quelque chose de light, dans la mesure du possible, parce que quand on en a fait l'expérience, on sait ce qui se passe. Et en règle générale, quand on se retrouve à la place du praticien ou de praticienne, on va pas utiliser la même posture ou la même attitude que si on l'a pas expérimenté, où ça reste un peu obscur. Si vous avez entendu parler de l'EMDR et que vous avez été voir sur Internet, comme beaucoup de patients que vous aurez si vous vous êtes formé à l'EMDR, les gens ils vont arriver en vous disant j'ai entendu de tout. Et donc déjà ils arrivent dans votre cabinet avec quelque chose qui plane. Quand vous aurez fait l'expérience par vous-même, vous verrez à quel point ce protocole est ultra sécurisé, à condition de respecter vraiment toutes les étapes. Et que quand on respecte ce rythme-là, finalement, la personne le vit très très bien. Ça, c'est pour le cycle 1. Après, c'est vrai que dans l'expérience, je suis venu à me dire, c'est quand même étrange que ce protocole standard, on le sorte comme ça, comme un lapin qu'on sortirait du chapeau. Un peu comme en magie, hop, voilà. Des gens qui font de la psycho et puis qui me disent, bah tiens, j'ai sorti le protocole EMDR comme ça et la personne l'a mal vécu. Ou alors il s'est rien passé. Et comme j'ai fait face à à ce questionnement-là assez régulièrement, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque dans ce protocole, c'est de vérifier en amont si la personne elle est réceptive aux stimulations bilatérales alternées, qui est la technique qu'on utilise en EMDR pour faire cette fameuse reconfiguration. Les SBA, stimulation bilatérale alternée, que ce soit en visuel, en audio ou en kinesthésique, c'est ce qui va permettre l'activation d'un processus neurologique qui va permettre de décrocher et de reprogrammer. Mais tout le monde n'est pas réceptif. Et j'ai envie de dire presque c'est la seule contre-indication par rapport à l'EMDR, c'est que la personne ne soit pas réceptive aux stimulations bilatérales alternées. Et donc à partir de là, je me suis dit, il manque un protocole dans le protocole. Et donc j'ai modélisé un protocole qui est entre la prépa mentale avec la technique de l'EMDR pour vérifier sur quelque chose de plutôt cool, plutôt agréable. Une expérience, Julia avec le marsupilami, donc petit clin d'œil. En fait, c'est un protocole EMDR qui vise à vous installer de la ressource en utilisant exactement la même mécanique. Donc plutôt que désensibiliser une situation du passé, je vais aller désensibiliser une situation intermédiaire dans le futur en installant de la ressource, de la ressource, de la ressource, de la ressource. Et là, on vit l'expérience. Soit la personne, elle n'est pas réceptive et là, on s'arrête. Soit la personne elle est réceptive, elle a fait une première expérience de l'EMDR, et là, à partir de là, on peut se dire, OK,
J'ai les indicateurs sous son mode de fonctionnement et on peut rentrer dans le protocole standard. Ce protocole en amont, ben, je l'ai appelé protocole étendu. C'est pour ça que la marque que j'ai déposée, c'est PEPS, PEPS, tout simplement parce que je pose un premier protocole en amont qui vise à vérifier si la personne est réceptive aux stimulations et pour l'accompagner en douceur. C'est pas parce que c'est une thérapie brève que ça doit être quelque chose de brutal. C'est un non-sens pour moi. Et à force d'entendre ça, je me dis, mais quand même quelque chose de paradoxal d'en vouloir désensibiliser quelqu'un en l'amenant sur une expérience difficile à vivre. Mais je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque d'écologie. Et donc, j'en suis. On ne t'entend plus, Julien. Ça a coupé, ça a bloqué. C'est l'entracte, du coup, hein. Il se déconnecte et il revient. C'est le moment d'aller chercher un petit thé, des pop-corn, ce que vous voulez. Bon, en attendant qu'ils reviennent, déjà le premier cycle dont Julien a parlé, le cycle 1, il va bien démarrer avec 6 heures d'e-learning, que vous pourrez démarrer n'importe quand dès votre inscription. Et ensuite, vous aurez à la fin de cet e-learning un QCM pour valider votre parcours. Et vous pourrez ensuite euh, intégrer le présentiel, du coup, ou le distanciel, puisque le cycle 1 sera proposé aussi bien en présentiel, donc dans les villes où on a l'habitude de former, ou aussi vous pourrez le faire à distance. Avec Julien, il y aura aussi 2 sessions par an qui seront proposées à distance. 4 jours, donc qui seront des journées de 7 heures, hein, comme on a l'habitude de faire. Et au terme de ces 4 jours, eh ben, vous aurez cet outil en main, une attestation de formation. Cette formation sera aussi, comme le cycle 2, certifiée par Calliope, donc sera finançable par tout ce qui est OPCO et Pôle emploi, euh, si vous y avez droit, voilà, de façon classique. Donc, on va peut-être aborder le coût tout de suite, puisque en attendant que Julien arrive, on fera de l'avance, on prend à l'envers, parce que vous voulez savoir. Donc, le coût de la formation, il sera de 1 280 € pour les 4 jours. Vous avez déjà les dates qui sont en ligne. Je mettrai les liens tout à l'heure pour les dates. Et ça sera pareil pour le cycle 2 qui sera de la même durée, du coup, de 4 jours aussi. Désolé pour Ah, cette donc voilà. interruption momentanée. C'est pas grave, Alors, j'ai fait passer le temps en attendant, en ouais, indiquant un peu les tarifs et les dates. Donc, vas-y, je te laisse continuer. d'accord, super, merci. Voilà déjà pour le cycle 1, protocole standard. Bon, j'en étais dans mon esprit, en tout cas, à la présentation du cycle 2, qui va être sur les protocoles en EMDR, qui vont être plus spécifiques sur des situations spécifiques, c'est-à-dire trauma complexe, trauma de l'enfance, on parle de troubles d'attachement, trauma type 3. Alors, il y a plusieurs types de trauma, hein. Trauma type 1, c'est quelque chose qui arrive une fois. Trauma type 2, on va avoir un phénomène de répétition ou sur une période bien spécifique. Trauma type 3, trauma relationnel et qui vient de l'enfance. Trauma type 4, trauma en cours. Le trauma en cours, c'est j'ai été victime d'un ex-conjoint qui a été maltraitant et même si on est séparés, il continue à me faire la misère. Bon, l'histoire, elle est peut-être terminée sur le plan administratif parce qu'il y a un divorce de prononcé, mais l'histoire dans le réel, elle est toujours active. Donc, ce sont des prises en charge très spécifiques. Et puis, le cycle 2, c'est aussi l'occasion de mettre le curseur sur ce fameux protocole étendu, d'aller vraiment et d'avancer vers les prises en charge. Il y aura aussi un volet sur une version sur le MDR pour les enfants et les ados.
Enfant, ado, parce qu'il y a peut-être des logiques systémiques à prendre en considération. C'est différent. Le plus jeune que j'ai eu en EMDR, c'est 8 ans. Et c'était plutôt une belle expérience. Mais ça va demander des ajustements dans le protocole, de simplifier. Et je suis en train de travailler avec une illustratrice là pour réaliser un livre de coloriage pour les enfants en EMDR. C'est-à-dire que pour le coup, comme on ne peut pas le questionner directement en disant voilà, qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là, ben, on va passer par le dessin. Donc avec le jeu de stimulation, donc il y a plein de petites choses qui sont en cours. Et puis, enfant-ado, on va être sur une formation qui va mettre quand même pas mal l'accent sur l'attachement, sur la systémie, le génogramme, et aussi un peu tout ce qui va relever du transgénérationnel. En EMDR, on a des protocoles spécifiques sur le transgénérationnel. En gros, en EMDR, c'est vrai qu'avec le protocole standard, par-dessus, c'est posé plein de protocoles très intéressants, mais après, voilà, ça demande toujours un peu de lecture et d'analyse pour pouvoir travailler ouais, dans de bonnes conditions, ouais. Et toujours s'assurer, bien évidemment, de la sécurité dans le présent. Il y a des formations en EMDR qui seront en présentiel. Il y aura aussi des formations en visio. Pourquoi en visio? Ben, parce que c'est aussi l'occasion de travailler sur la téléconsultation. Pour ceux qui souhaitent vraiment s'orienter avec cette dynamique-là, ben, c'est vrai que se former en EMDR en visio, ben, c'est l'occasion de l'apprendre sur le terrain directement avec de l'expérimentation. Donc, il y a un peu plus de sécurité à poser sur le MDR en visio, mais très sincèrement, pour en faire, ça se passe, ça se fait très facilement et très simplement. Donc voilà. Donc c'est vrai que derrière cette proposition avec Hypnosalis, ce partenariat qui se dessine pour 2025 et les années à suivre, il y a d'autres personnes qui aussi vont m'accompagner dans cette aventure. Je sais qu'il y a des personnes sur Paris, je pense à Laetitia, je pense à Camille qui nous écoute, qui est psychologue et qui travaille principalement TCC, thérapie des schémas. Et on travaille, il y a d'autres personnes, bon, je pense à André, je pense à Isabelle, je pense à toutes ces personnes-là avec qui, Elodie aussi, avec qui on travaille sur, OK, on sait scientifiquement parlant comment travailler avec les stimulations bilatérales alternées. On voit que le MDR protocole standard, ça, c'est indéboulonnable. Par contre, par-dessus, il y a des ouvertures, il y a des thérapies qui sont très intéressantes, qui mobilisent les SBA. Et on veut travailler pour vous proposer également peut-être de nouvelles choses parce qu'il y a des axes de travail qui sont super intéressants. Perso, en tant qu'analyste du travail, ben voilà, je veux mettre vraiment aussi à un moment donné le curseur sur la psychopatho au travail, qui est une problématique centrale, hein, mais qui va prendre les fondamentaux pour le coup de la clinique du travail, en mettant en avant justement la spécificité des EMDR et des protocoles associés. Voilà pour cette présentation. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair, j'espère. Euh, mais je suis aussi là maintenant pour répondre vraiment à toutes les questions parce que il y en a souvent et le champ d'application. Donc, comme j'aime bien quand c'est assez dynamique, François, qu'est-ce que tu en penses pour faire justement rendre ce webinaire interactif, dynamique, en allant un peu plus loin dans l'explication par un jeu de questions-réponses? Eh bien, vous pouvez, pour éviter que tout le monde parle en même temps, soit vous pouvez lever la main et puis pour poser votre question, ou poser votre question dans le chat directement. On a déjà une question de Francine qui nous demande quel type de livre conseilles-tu pour s'approprier le MDR? Déjà, la philosophie de l'EMDR. La philosophie de l'EMDR, c'est thérapie brève stratégique. Vraiment les fondamentaux. Je vous inviterai à lire le livre de Francine Shapiro parce que elle est quand même pour quelque chose dans cette histoire, hein. Donc, je pense que c'est très intéressant de savoir ce qui se passe un peu dans son esprit. Après, il existe des livres sur les protocoles EMDR. Mais je garde quand même en tête en disant oui, mais si on l'a pas expérimenté, si on l'a pas éprouvé, finalement, on va lire un livre. Il y a des pavés entiers sur les techniques, des fiches techniques en EMDR.
le fait de l'avoir expérimenté, de l'avoir appris, d'avoir compris sa subtilité, quand on lit le livre, c'est beaucoup plus clair. Parce qu'on comprend ce qui va se jouer dans, on vous dit, ben voilà, allez chercher la cognition limitante de telle manière, telle manière. Si on n'a pas la compréhension du protocole standard, en fait, on ne sait pas de quoi ça va parler. Qu'est-ce qu'une cognition limitante? Pourquoi en EMDR c'est si important que ça? Pourquoi finalement l'événement du passé, on en a presque, c'est pas le plus important. On peut s'appuyer sur un événement du futur pour pouvoir travailler. On est sur des boucles neurologiques, donc thérapie brève stratégique parce que je pense que ça reste euh, philosophiquement un point d'ancrage. La psychologie cognitive, parce que c'est son point d'ancrage, on est dans des TCC et le MDR est considéré comme une TCC accélérée, sachant que la TCC ça va vite, mais là on va vraiment sur ça va très très vite. Après, ouais, Francine Shapiro pour pour son état d'esprit. Thérapie brève stratégique parce que je pense que c'est la clé d'entrée et la psychologie cognitive, parce que les processus de mémorisation et comprendre ce qui se joue sur le plan neurologique et sur le plan cognitif, c'est fondamental. Comprendre la structure du cerveau pour comprendre pourquoi on va passer par là, par là, par là, par là, me paraît indispensable. Pour rebondir sur ce que tu disais, donc ça va vite. Question de Mélanie, combien de séances à peu près par client, par patient, par consultant, selon comment on les appelle, euh, pour une séance, pour une thérapie EMDR? Alors, ben, je répondrai. Ah, ça, c'est- Tu veux faire un cake pour l'apéro? je vais me Ou faire un faire de l'autre t-shirt côté? avec marqué ça dépend. Le blanc même. Parce que on a toujours ces questions-là et c'est naturel. Combien de séances? Mais là, ça dépend. Je vais vous donner deux exemples. Et c'est des exemples que je prends systématiquement en formation, donc certains et certaines l'ont déjà entendu. En janvier, je suis en formation à Marseille et je fais une démonstration dans le réel et je dis à quelqu'un, ben, allez chercher un trauma type 1. Trauma type 1, c'est un événement qui est intervenu. Il y a un avant, un après. On voit que depuis cet événement, nos comportements ont changé. On a des réactions très défensives, très contrôlantes, on a de l'évitement, on voit bien que le complexe amygdalien, il s'est mis en route et que, il nous laisse pas tranquille. Et on n'arrive pas à se débloquer de ça. Donc on a un phénomène de cristallisation. Et donc la personne avait la phobie des souris. On a sondé le matériel, ok, tac, 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 je pose les deux, trois questions, et puis je vois bien qu'il y a une cohérence entre ce que la personne me demande et les informations que je peux obtenir. Il y avait bien un trauma de type 1 qui était derrière, aucun problème. En trois séances, on l'a réglé. Le protocole standard dit que l'EMDR ne peut pas se faire en moins de trois séances. Si vous avez entendu des gens qui ont fait de l'EMDR en moins de trois séances, ce n'était pas le protocole standard. Le protocole standard, trois séances, c'est le minimum. Et pour ceux qui l'ont déjà expérimenté en tant que professionnel, trois séances, on sait que c'est même juste. Parce que ça demande un peu de finesse et on va devoir chercher ce qui se passe et ce qui se joue. Donc là, bon, pour le coup, trois séances en démonstration, clac, 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 c'était terminé. Plus de peur de souris, tout était réglé. Un mois après, Toulouse, je me retrouve sur une formation et là, pour le coup, il y avait une phobie des souris. Mais la phobie des souris parlait pas de phobie des souris. C'était ce qu'on appelle un déplacement psychique. Derrière la phobie des souris, relevait d'une situation hautement traumatique qui avait été complètement dans le déni, complètement refoulée, et sur quelque chose qui relève de l'intimité, dans un âge qui se situerait entre 5 et 8 ans, pour pas aller plus loin. Donc, vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc, combien de séances? Bah oui, mais tout dépend. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'il y a derrière la peur. Parfois, la stratégie d'évitement, elle se pose conformément par rapport à la situation qui s'est posée. Je vais prendre un exemple. Depuis que j'ai chuté au ski et que je me suis fait mal, bah derrière, j'ai peur de faire du ski, évidemment. Donc là, trauma type 1, dans la mesure du possible. Parfois, ben, et là tout à l'heure, j'avais une consultation juste avant le webinaire. Un monsieur qui vient vers moi en me disant je veux faire de l'EMDR parce que j'ai peur de prendre l'avion, j'ai peur des turbulences. En moins de 45 minutes, on a mis en évidence simplement que sa peur fondamentale, c'était des tributaires de quelqu'un d'autre. Et qui se manifestait dans l'avion, mais qui se manifestait également en voiture, qui se manifestait au travail et un peu partout. Donc,
Toujours prudence, en disant attention, quand on vous apporte la demande initiale n'est pas de demande réelle, mais à partir du moment qu'on arrive à décortiquer un petit peu sa structure, c'est assez simple finalement à mettre en œuvre. Derrière, après 3, 4, 5 séances sur un protocole, quelle que soit la nature du problème. Ça peut être j'ai des difficultés à prendre la parole en public. Ça peut être j'ai une très mauvaise image de moi. J'ai du mal à tisser des relations. J'ai de la phobie sociale. Dans le champ d'application de l'EMDR, j'ai la personne qui vient me voir en me disant j'ai été largué et depuis j'ai un mal fou à passer à autre chose. Ça va à de la séquestration avec une jeune femme qui a été séquestrée pendant 3 ans, battue et son mec la prostituait. Ça va de l'accident de voiture, de la phobie de conduire, ça peut être sur n'importe quel champ d'application. À partir du moment qu'on a des événements qui sont sur lesquels on va pouvoir se brancher, c'est pas un problème. Et même si on n'a pas l'événement, on a toujours des astuces avec les cycles 2 pour pouvoir aller malgré tout aller chercher un événement sur lequel se brancher. Donc, ça dépend, mais en moyenne, quand je rentre sur un protocole standard, je dis toujours à mes patients, il faut compter, quand on rentre dedans, à peu près 3, 4, 5 séances en moyenne. La phobie de conduire, une personne qui avait, bon, je pense à mes patients que j'ai aujourd'hui, une dame qui n'avait plus conduit depuis plus de 5 ans sur l'autoroute parce qu'elle avait fait une crise d'angoisse terrible, bon, bah là, elle a repris l'autoroute. 3 séances. Et pour d'autres personnes, quelque chose qui peut paraître mineur en apparence, vous allez passer 7 séances parce que sa capacité de retraiter l'information, elle se fait d'une manière plus lente ou plus progressive. Ça dépend des gens, ça dépend des profils. Ok, alors du coup, on a une autre question d'Elisa. Le MDR, dans le contexte de personnes victimes de violences sexuelles et de maltraitance graves dans l'enfance et l'âge adulte, peut être pratiqué à tous les stades du trauma, si l'agression vient d'avoir lieu ou ancienne. Alors, euh, quand on est sur la personne qui est victime d'une agression, au moment où elle est en état de choc, il y a des protocoles d'urgence. Mais c'est pas le protocole standard. C'est juste un protocole qui vise à faire en sorte de faire baisser la charge émotionnelle pour qu'elle puisse progressivement, on dit, retraiter l'information. Alors, le traitement de l'information, c'est comme ça que ça se nomme, hein, dans le jargon de l'EMDR. On parle du traitement adaptatif de l'information. Ce qui fait trauma, c'est quand le cerveau n'arrive pas à retraiter l'information. Il y a comme une boucle qui se fait. Donc, quelle que soit la situation, dès lors que la personne est en état de choc, on va avoir un protocole d'urgence. J'ai eu le cas d'une personne où elle a vu son voisin tomber sur sa terrasse. Elle était en train de prendre l'apéro tranquille avec des potes et son voisin est tombé de 4 étages. Bon, elle m'a appelé 3 jours après, elle était là complètement, elle était sous le choc. Protocole d'urgence, ça a fait redescendre la pression psychique. Ça a permis de retraiter partiellement le contenu. Et une fois qu'on a passé 3 semaines, un mois, ensuite on rentre dans le protocole standard. Mais c'est vrai que dans l'état de choc, on va utiliser des protocoles d'urgence. Après, sur les victimes d'agressions sexuelles, euh, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas nécessairement les situations les plus complexes à désensibiliser. En fait, on a une idée reçue de gravité du trauma. On se dit, ah ouais, ça c'est un très très gros trauma, bah, non, ça c'est un petit trauma. En réalité, pour notre cerveau, tout ça, ça fonctionne pas comme ça. Une personne qui a perdu sa voiture dans la cour de récréation et puis qui depuis développe des stratégies de vérification et de contrôle, son cerveau n'a pas été en mesure de retraiter l'information, l'événement au moment où ça s'est produit. Et il y a des personnes qui vont venir vers vous, qui vont dire, j'ai eu une situation, j'ai été agressé sexuellement. Là, j'ai des praticiens qui me disent, ben, ça c'est trauma. Pourquoi? Mais parce que c'est grave. Mais c'est pas parce que c'est grave pour soi que ça n'a pas été retraité pour l'autre. Donc là, il y a quelque chose qui se joue aussi dans la lecture de l'EMDR parce qu'on a tous vécu, tous autant qu'on est autour de la table, des situations traumatiques. On parle de situations traumatogènes. Est-ce que ce sont devenus des traumas pour autant? Peut-être pas. On peut avoir, nous, notre représentation en disant c'est grave ou c'est moins grave. La réalité, c'est que tant que la personne ne développe pas de symptômes, et c'est là où on va aller voir s'il y a état de stress post-traumatique ou pas. Que ça soit du trauma de l'enfance,
ou du trauma qui s'est passé il y a 3 semaines avec une agression sexuelle, ou avoir été témoin d'un meurtre, ou à toi avoir été victime d'une tentative de meurtre. Peu importe. Le cerveau est capable de retraiter l'information, l'événement. Parfois, il y arrive. C'est un mauvais souvenir. Cyrulnik parle de résilience. Et puis parfois, il n'est pas capable de faire le job. Et là, on parle de traumatisme. Traumatisme de l'enfance, en règle générale, ça se traduit toujours par du trauma relationnel. Ouais, tout ce qui va relever trouble de l'attachement, donc insécurité relationnelle, insécurité affective, et derrière vous allez vous balayer la peur de l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, etc. Les fameuses blessures de Lise Bourbeau. Mais quand on remonte hiérarchiquement dans la chaîne, ça parle du système d'attachement qui s'est mis en tension. Mais ça, c'est pareil en EMDR, on a des protocoles pour ça. Donc en soi, il n'y a pas de, peu importe la nature du problème, je l'aborde jamais en fonction de ma propre échelle de lecture en termes de gravité. La seule question que je me pose au préalable, c'est est-ce que la personne est réceptive aux stimulations bilatérales alternées? À partir de là, si elle est réceptive sur un protocole tranquille, plutôt en douceur, sur une sorte, mon protocole étendu, après, je vais voir comment je vais avancer sur la prise en charge d'une traumatique, d'une problématique qui relève d'une agression sexuelle. Une ou plusieurs. J'ai des personnes, voilà, dans les situations trash, je pourrais en écrire un livre, ça se retraite assez facilement, mais il y a des subtilités dans la prise en charge. Au même titre que les deuils d'enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas désensibiliser un deuil d'enfant. On va désensibiliser l'injustice, on va désensibiliser la part qui se retourne contre soi, mais on ne peut pas désensibiliser un deuil d'enfant. Au même titre, quand on était victime d'une agression, ben oui, on était victime de quelque chose. Donc on va désensibiliser finalement tout ce qui se retourne contre la personne elle-même, les flashs, etc. Et après, la personne reprend le cours de sa vie avec cette histoire-là. Mais cette histoire-là, elle est dans un carton, elle ne parasite plus le présent et le futur. Un trauma, c'est un événement qui vous est arrivé une ou plusieurs fois, qui a laissé des traces et surtout qui a installé des croyances. Et c'est ça qu'on va chasser principalement dans dans le MDR. En fait, on va parler d'architecture traumatique. Un événement traumatique va créer pas mal de petites choses et on va devoir décristalliser, désensibiliser tout ce qu'il y a autour. Et après, l'événement, lui, il passe dans le rayon des mauvais souvenirs. Donc, j'ai pas plus de difficultés. Les vraies difficultés que j'ai en EMDR, c'est les personnes qui sont complètement coupées de leurs sensations. Émotion, sensation, dès que vous branchez la personne sur une émotion, clac, vous avez comme un coupe-circuit. Vous sentez que la personne, elle ne ressent pas physiquement. Elle mentalise tout. L'intellectualisant pur et dur. Là, en EMDR, on galère un peu. Mais sur les situations qui peuvent vous paraître graves, parfois vous allez vous apercevoir que c'est plus simple à retraiter. Et puis pour des situations, vous allez vous dire, bon, bah, ça n'a pas l'air grand-chose. Et vous allez galérer parce que la structure, elle est peut-être plus complexe que vous pouvez le croire. Mais c'est un voyage fascinant. À chaque fois que vous allez face à un patient, en fait, il va vous apprendre tout ce qui peut se trouver dans l'esprit de quelqu'un, comment la boucle elle est constituée, et c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Et c'est assez bluffant de voir que finalement, la méthode, elle est unique, mais à chaque fois, vous allez devoir vous adapter. Ça demande de la créativité, ça demande de la finesse. Et puis, c'est une thérapie aussi qui est assez engagée. On pratique beaucoup le recadrage, les coupes-circuits par l'humour, par la provocation. Mais ça, c'est propre aux thérapies brèves stratégiques d'aller chercher des coupes-circuits. Donc, en termes de posture, on rigole beaucoup, même sur des thématiques qui peuvent paraître plus sensibles. Alors, on rigole pas du problème, mais c'est une posture spécifique et c'est juste super efficace, quoi. Donc, il n'y a pas de gravité. Il y a juste des événements qui ne sont pas retraités. Et à partir de là, on avance comme n'importe quel événement. Que vous veniez me voir en me disant j'ai peur des bus rouges parce qu'en Angleterre, il s'est passé ça, ou que j'ai peur des dinosaures parce que j'ai fait un cauchemar. J'ai un enfant qui est venu me voir, un Belge, qui a peur des nuages. Bon, quand on habite en Belgique et qu'on a la phobie des nuages, ça matche pas. Bon, traumatique 4, parce qu'en Belgique, des nuages, il y en a tous les jours. Mais on a trouvé des astuces, il y a toujours des solutions. C'est une aventure, c'est une énigme. C'est vraiment comme ça que je perçois l'approche de l'EMDR. C'est à chaque fois, il faut percer c'est un escape game, il faut trouver l'énigme. Des fois, c'est simple, et des fois, vous allez cravacher parce que la personne est persuadée que le problème, il est là, alors qu'il ne l'est absolument pas.
comme ce monsieur qui vient me voir en me disant j'ai peur de l'avion, puis à la fin qui me dit mais en fait non, c'est en fait j'ai peur du pilote parce que je sais pas si je peux lui faire confiance. Ah oui, mais c'est plus la même chose quoi. Ah oui, sauf que pour lui, ça se manifestait Et on l'a comme la reperdu. peur de prendre l'avion. Non, c'est bon. Mais c'est facile, et c'est une nouvelle aventure, hein. Ok, super. Alors, autre question, celle-ci un peu plus courte. Est-ce que les séances de MDR sont prises en charge par la Sécu ou par les mutuelles? Mutuelle, oui. Sécu, ça dépend si vous avez un numéro ADELI. Voilà. Question, même principe que pour les séances d'hypnose. C'est le même fonctionnement. Aude, rapidement, prise en charge par le fonds formation URSAF, oui. FIFPL, c'est aussi éligible. Et toutes les formations OPCO. Euh, je vous rappelle que vous n'avez plus beaucoup de temps pour vos fonds de formation 2024, puisque c'est perdu par l'année si vous ne faites pas de formation cette année. Voilà, soit dit au passant. Donc c'est bien de la formation professionnelle aussi. Je réponds aux questions rapidement qu'il y a dans le chat qui me concerne un peu plus. Alors, question intéressante de Laetitia et de Nadine. Comment est-ce qu'on associe le MDR avec l'hypnose? Alors ça, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, Julien, ou si tu as déjà des idées de réponse. Sinon, Ah, il y avait pas mal de gens que j'ai formés qui venaient de l'hypnose. C'est pas la même chose. J'ai testé sur moi l'hypnose. J'ai tendance à penser qu'on n'est pas. C'est comme dire, je fais de la psychologie clinique, je fais de la psychanalyse, comment j'amène le MDR? En fait, le MDR, c'est OK. On voit que le comportement, euh, on a du mal à le décrocher parce que la boucle neurologique, elle est vraiment bien installée. Si par l'hypnose, on peut y arriver, c'est que la boucle neurologique qui dysfonctionne, il y a de la souplesse, il y a de la flexibilité. Mais si on voit qu'on n'y arrive pas par l'hypnose, on va devoir employer des techniques un peu plus puissantes pour aller provoquer, alors le mot technique, on appelle ça une résonance stochastique. En fait, en gros, les stimulations bilatérales alternées vont mettre un bruit, une excitation sur tout le système neuronal qui va permettre de pouvoir, on va dire, un peu embrouiller le système et déconnecter et reconnecter. En gros, on va modifier la boucle, le circuit neuronal qui est en place. Mais si on n'y arrive pas par l'hypnose, le MDR, c'est là où c'est extrêmement efficace et pour le coup, on va venir mettre en place cette résonance stochastique pour aller modifier la boucle. C'est une boucle, c'est un réseau neuronal qui dysfonctionne. On va devoir changer de circuit, et les SBA sont là pour ça. ok. Euh, alors, autre question de Laetitia, mais j'ai pas tout à fait compris la question. Donc, Laetitia qui nous demande comment prouver la légitimité de la formation pour une sophrologue maître praticien en hypnose et en PNL. Si Laetitia, tu veux, enfin vous voulez, ou si je ne sais pas si on se connaît ou pas, je ne connais pas le prénom en tout cas, nous expliquer un petit peu dans quel est le sens de la question, parce qu'on en a un petit peu répondu au début du webinaire, puisque c'est le même principe en fait, si vous êtes déjà sophrologue ou maître praticien, la légitimité c'est la même, puisque aujourd'hui c'est pas des métiers reconnus. Donc c'est pour ça, je comprends pas trop la question. Si vous voulez prendre la parole ou pas. J'ai peut-être Je plus. sais pas comment on fait. Ah, ça y est, tu m'entends. C'est bon. Ah, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. C'est super. Voilà, parce que moi, ma problématique, c'est que je travaille déjà avec des psychiatres et des psychologues, et parfois, je me heurte à certains psychiatres et certains psychologues qui me disent que, voilà, vous voulez pratiquer le MDR alors que c'est une formation qui est uniquement réservée aux psychiatres et aux psychologues. Donc, comment vous pourrez justifier, vous, cette formation qui nous est réservée à nous? Alors après, ça dépend si vous voulez avoir une bonne entente avec, avec ces professionnels-là ou pas. J'ai eu le cas où un jour, une psychologue m'a dit, vous faites de l'EMDR, vous n'êtes pas formé à EMDR France. J'ai dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué, montrez-moi le texte de loi qui montre que le EMDR est applicable uniquement par ceux qui sont formés par EMDR France. Et puis je lui ai posé deux, trois questions sur le EMDR. Et Abo a été formé par EMDR France, elle en savait pas terrible, terrible. Alors après, la légitimité, elle tient. Alors là, dans notre domaine, il est vrai que tant qu'on n'a pas de numéro professionnel de santé,
Souvent, on nous dit, oui, vous n'êtes pas légitime pour faire de l'EMDR. À quel titre? Si je suis formé au protocole standard, vous savez quoi? Ma légitimité, c'est la compréhension et la connaissance du protocole standard. Point barre. Je maîtrise le protocole standard. À partir du moment qu'on vient me titiller là-dessus, moi, je suis formé sur le protocole standard. À partir de là, la légitimité, après, elle se pose sur un autre registre. On est plus sur des problèmes de légitimité de système. C'est-à-dire que, bah voilà, dans notre milieu, quand on est hypno, quand on est sophro, psychopraticien, bah, on souffre tous d'une façon ou d'une autre du psychologue qui dit oui, mais moi je suis psycho, toi tu ne l'es pas, moi je suis professionnel de santé, toi tu ne l'es pas. Et puis, je vais vous confier quelque chose. En formation, j'ai des psychologues et certains m'ont fait des dégâts terribles. Parce que le MDR, ce qui fait son efficacité, c'est le respect du protocole. Si pendant les séances de MDR, vous commencez à analyser, refaire le monde avec papy et mamie, comment ça s'est passé, bah là, vous allez faire des dégâts. Et j'ai vu ça, des séances de MDR en pratique avec de l'analyse en plein milieu, sauf que ça, c'est carton rouge direct. On ne peut pas faire d'analyse quand on fait de l'EMDR. Donc, être psychologue clinicien, vous avez peut-être le titre, vous pouvez être formé à EMDR France, ça vous octroie pas le petit pins là qu'on pourrait mettre sur le truc en disant je suis praticien EMDR. Ouais, mais ce qui fait la qualité d'un praticien, c'est pas le fait qu'il soit formé à EMDR France ou qu'il soit psychologue. C'est le respect et l'application du protocole standard. J'ai vu des gens arriver, je pense à une infirmière, je pense à deux, trois professionnels que j'ai en tête, des gens qui n'ont pas le bagage qu'on pourrait avoir et qui, pour le coup, ont vraiment la posture idéale pour aller faire de l'EMDR parce qu'ils ont ce raisonnement-là. À partir du moment que dans votre profession, derrière, vous êtes formé sur le protocole standard, vous êtes formé cycle 1, protocole standard de Francine Shapiro. Point. Si on vous dit, vous n'êtes pas légitime parce que vous avez été formé, vous n'êtes pas formé par EMDR France, là, on est sur un autre problème. Le problème, c'est ceux qui pensent que seuls ceux qui ont fait EMDR France peuvent faire de l'EMDR. Là, je suis pas d'accord parce que, en tout cas, j'ai quand même vu des professionnels, des psychologues formés par EMDR France être traumatisés de la formation en interne parce que voilà, ça reste un protocole particulier et c'est comme ça. Donc là, par rapport à vos collègues, bah, vous allez souffrir d'une légitimité, mais qui n'est pas liée au fait que vous soyez formé en UMDR, mais parce que eux estiment que vous n'avez pas le droit de le faire. Mais ce qu'ils estiment est infondé. Donc soit vous jouez le consensus en disant je comprends, soit vous jouez la carte de l'authenticité en disant mais attendez, rien ne m'interdit de faire de l'UMDR si je suis formé au protocole standard à partir de là. Ça Que fait je la sois parallèle avec, kiné ou que je sois infirmière ou je sois sophrologue, ça ne pose aucune question. voilà, ça fait le parallèle avec l'hypnose, hein, pour ceux qui sont formés. Voilà, pourquoi le personnel médical serait plus apte de faire de l'hypnothérapie que les autres. Donc c'est un peu le même combat, sauf que, comme l'a souligné Julien, le MDR a été à peine plus malin, MDR France au départ, puisque tout de suite ils ont mis cette cloche de verre par-dessus le nom, et cette croyance qui s'est bien installée. Mais c'est un peu la même problématique, quoi. Ouais, mais clairement, Donc ça répond du coup à la intervention d'Elisa qui nous disait ça. Est-ce que nous avons des prérequis nécessaires? C'est une question intéressante, ça, de Sophie. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir de l'expérience dans l'accompagnement, tel que l'hypnose, le coaching, PNL ou autre, avant de pratiquer et de se former en EMDR? ben, là, je reprenais l'exemple des professionnels infirmières, infirmiers qui se sont formés en UMDR. Ça me pose aucune difficulté parce que il y a la démarche d'accompagnement. Ce qui est difficile, et pour l'avoir vu aussi, c'est vrai que des professionnels qui se forment en EMDR, qui n'ont jamais accompagné quelqu'un en cabinet ou en individuel, quand on va commencer à poser la question de l'anamnèse, du questionnement stratégique, ça va être quelque chose d'un peu lunaire. Quand on va commencer à questionner la systémie, ben, si on n'a pas d'expérience, c'est quoi la systémie? Pourquoi là j'ai une femme qui vient me voir, qui a 45 ans, qui a des problèmes parce qu'elle est tombée, je sais pas moi, à vélo. Pourquoi il me pose la question à savoir dans quoi elle travaille, son père, sa mère? Pourquoi avoir des éléments sur est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle est mariée, comment ça se passe à la maison? Eh ben oui, mais c'est quand on fait de la systémie, enfin, quand on accompagne de l'humain, quand on travaille sur un individu, on travaille sur son système. Et l'EMDR étant extrêmement puissant, et ça c'est une expérience qui s'est passée
une personne qui nous a relaté ça à Marseille. Quand vous changez la personne avec de l'EMDR et que on lui installe la phrase qui dit je suis puissante ou je suis puissant, cognitivement parlant, neurologiquement, la personne se pense puissant, véritablement, parce que l'EMDR est extrêmement puissant comme outil. Donc vous êtes persuadé que vous êtes puissant. Il est reparti, il a viré sa femme, ses enfants, il a tout changé. Le problème, c'est que, bah oui, mais non. C'est un outil qui est extrêmement puissant. Quand on a la démarche d'accompagnement, on sait que quand on travaille sur une personne, on doit prendre en considération son environnement parce que chaque action qu'on va poser, proposer, peut avoir une incidence sur son environnement. L'expérience de terrain vous amène d'une façon ou d'une autre à comprendre que accompagner quelqu'un dans un changement, parce qu'on parle que de ça. Le MDR, c'est quoi? C'est un outil de changement, interne, externe. Le changement interne que je vais vivre en moi va se manifester dans le monde dans lequel je vis, avec mes proches, avec ma femme, avec mes enfants, peu importe. Mais cette compréhension-là passe par au moins, à minima, une première expérience. Après, peu importe qu'on soit éducateur spécialisé ou qu'on soit, ça me, j'ai pas de regard précis sur par quelle voie. Quelqu'un qui a été AMP, qui a travaillé ou en tant qu'éduc et qui a passé des années à accompagner des personnes et qui se retrouve à se former en UMDR, ça me paraît cohérent. Est-ce qu'elle est psycho pour autant? Non, mais elle a quand même la compréhension. Et puis après, il y a les petits prérequis qu'on va avoir dans le e-learning, qui sont pour moi indispensables pour pouvoir mieux comprendre ce qui va se passer quand on va rentrer en formation. Voilà, nous, l'idée du prérequis, c'est on prendra chez Hypnosis quand même des gens qui ont une expérience dans l'accompagnement, puisque, comme l'a souligné Julien, il y a plein de choses qu'il faut connaître, quand même, avoir une certaine posture, avoir quelque chose. Ça sera sur CV, comme on fait pour nos recrutements, pour les relations d'aide, pour essayer de ne pas prendre non plus des gens qui n'ont rien à faire ici, pour garder des groupes homogènes et pour, du coup, quand même, après, niveler. Si on peut dire comme ça, le niveau grâce à l'e-learning pour que tout le monde ait les mêmes connaissances, les mêmes bases. Et il y aura quand même encore un filtre avec le QCM de fin. Si vraiment les gens n'ont pas intégré ces notions de base, du coup, on pourra en rediscuter. Mais l'idée, c'est pas de former le MDR, qui est un outil puissant, à n'importe qui non plus. De ne pas aller complètement à l'encontre de ce que veut faire le MDR France non plus. Parce que ce qu'ils font, la démarche est plutôt bonne, on va dire. C'est ne pas l'autoriser que n'importe qui puisse se former un outil puissant. Mais on estime aussi, nous, qu'il n'y a pas que des psychologues ou des psychiatres qui ont le droit de l'utiliser. Des gens qui sont dans l'accompagnement, quel qu'il soit, et qui sont bons là-dedans, bah, ils ont le droit aussi d'avoir cet outil, quoi. Même démarche qu'avec l'hypnose pour nous, hein. C'est pareil. Alors, on en était où par rapport aux questions? J'avais vu le passer une de Lohan. Est-ce qu'avec le cycle 1, on peut déjà travailler sur du trauma? Ah bah c'est l'objectif, hein. On est d'accord. C'est l'objectif. En fait, le cycle 1, c'est le protocole standard, va nous permettre de travailler sur du trauma, en fait, sur ce qui dysfonctionne. Ce qui dysfonctionne est bien le fruit d'expériences que nous avons pu soit vivre, soit avoir été témoins, après le trauma vicariant, soit des choses qu'on a même pu imaginer. Donc, qu'est-ce qui va créer le trauma? Qu'est-ce qui va créer le trauma? Donc, il peut y avoir plusieurs circonstances. J'ai pas de ce que je peux voir, le cycle 1 va permettre. Alors, il y a des traumas complexes sur lesquels ça va demander des subtilités. Le cycle 1, c'est le protocole standard, c'est le bloc, qui va nous permettre de travailler principalement sur des traumas qu'on appelait de type 1. Et le type 1, c'est un événement. Dans un trauma de type 2 ou dans un trauma de type 3, il y a plein d'événements. En fait, en gros, même si on a un trauma de type 2, 3, il y a plein de traumas de type 1. Après, ça demande un peu de stratégie. Le trauma, en règle générale, les personnes qui font le cycle 1 disent OK, mais il va nous manquer des billes pour aller faire une prise en charge complète sur les traumas de l'enfance, sur les troubles, les problématiques d'agression sexuelle, sur les deuils d'enfants, sur l'anxiété, sur la phobie, sur les troubles du comportement alimentaire, sur les dépressions, sur toutes ces thématiques-là, mais parce que là, ça va demander des ajustements. Évidemment, quand vous êtes face à quelqu'un, par exemple, trauma type 2 non compartimenté, c'est la personne qui vient au cabinet qui dit, j'en peux plus, ma vie c'est de la merde. Eh mais sur quoi? Ok. Est-ce que vous avez des événements en tête? Non, non, globalement, quand je fais le tour de ma vie, je vous dis simplement c'est de la merde. Ok. Donc là, on est face à quelqu'un qui n'est pas en capacité de compartimenter. On va devoir travailler différemment.
Si la personne a dit, bah, comme cette personne-là qui a été traumatisée, là, qui a été séquestrée, un trauma qui dure 3 ans. Bon, ben, 3 ans, c'est pas un événement, c'est une période. Donc, on va utiliser des protocoles qui sont la base fondamentale, ça va être l'EMDR. L'EMDR, le protocole standard, c'est l'autoroute. Imaginez une autoroute. Et à un moment donné, paf, vous allez avoir un point de blocage pour des tas de raisons. Et là, pour le coup, on va utiliser un petit itinéraire bis, on va utiliser des petits protocoles périphériques pour revenir sur le protocole standard. Toujours sur le protocole standard. C'est Donc, oui, le protocole standard. Et puis, je vous avouerai même qu'aujourd'hui, une fois qu'on maîtrise vraiment l'ensemble des protocoles, le protocole standard, il passe dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Mais c'est vrai que les traumas complexes, et ça va demander un peu plus de connaissances, un peu plus de technique, un peu plus de ficelles. qui est Mais c'est normal. pour ça que sur le cycle 2, première journée, on revisite un peu le trauma, le protocole standard. On refait un peu le point sur les éléments de recherche. Journée 2, le matin, c'est la phobie. L'après-midi, ça va être traumatique de non compartimenté. Le lendemain matin, ça va être sur la dépression, je ne sais plus quel est le programme. Après, ça va être l'anxiété. On est vraiment par thématique. Après, on travaille par thématique. Mais ça, c'est ce que vous allez avoir en cabinet. La personne, elle vient en disant, j'ai un problème, je suis toujours en colère quand je suis avec mes enfants. Bon, ben là, est-ce que c'est un trauma type 1, 2, 3, 4? Bon, ben, on va devoir jauger. Et puis, en fonction de la situation, ben, on va utiliser différents protocoles. Alors, nous avons aussi plusieurs questions d'Elisa. Alors, je vais essayer de prendre la plus ancienne si je la retrouve, parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, le MDR va-t-il avoir un impact lorsque la victime a des somatisations sévères qui vont déclencher des pathologies physiques? Alors, j'ai pas compris la question. Hop. Alors, Elisa, si vous voulez prendre la parole aussi, peut-être, c'est plus facile. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Merci. Oui, ma question était lorsque alors pour précision, j'accompagne depuis plusieurs années des personnes victimes d'agressions sexuelles et de maltraitance grave dans l'enfance et à l'âge adulte. Et voilà, c'est un sujet que je porte particulièrement. Et je peux voir effectivement dans ce contexte des somatisations importantes qui vont déclencher de véritables pathologies, maladies, comportements à risque aussi. Mais là, on va rester vraiment sur le côté somatisation, donc déclenchement de maladies. Je voulais savoir si le MDR venait impacter eh bien, cette somatisation et ouais, éventuellement peut contribuer à avoir, j'ose pas utiliser le mot guérison, mais presque quelque chose de cet ordre-là au niveau des pathologies physiques. Qu'est-ce que ça vient influencer ça? Ce que la science, en fait, ce que la recherche met en évidence, c'est que un événement traumatique va créer de fait des croyances. Que l'association entre le rappel de l'événement, toutes les croyances qui se sont installées, va enclencher mécaniquement une charge émotionnelle, primaire ou secondaire. Et que la charge émotionnelle, elle va pas dans l'espace, elle se dilue pas comme ça dans l'air, elle va impacter certaines zones du corps. Il y a une étude extraordinaire là, qui est de Numenma en 2014 qui montre sur un échantillon de 700 personnes comment l'émotion primaire, en fonction de quelle zone du corps va être impactée. Et ça, c'est quelque chose que j'aborde justement en EMDR. Parce que l'EMDR, contrairement peut-être aux autres approches de thérapie, on ne passe pas par le langage. On passe que par le corps. C'est-à-dire que pour désensibiliser, alors, c'est pour ça que je mets toujours de la prudence quand on parle de trauma. En fait, on vient régler un événement qui n'est pas digéré, mais on vient surtout supprimer toutes les croyances associées. Parce que les stratégies d'évitement sont principe ou de contrôle, qui sont les manifestations d'état de stress post-traumatique, sont le fruit des croyances installées depuis l'événement. Si on démolit les croyances, imaginez un instant. Vous êtes, je sais pas moi, vous êtes en train de pioncer et puis sur un transat et tout d'un coup, vous avez une bête sur l'épaule. Et là, depuis ce jour-là, vous êtes terrorisé. Là, vous avez la bête qui est arrivée et depuis ce jour-là, vous avez peur des bêtes qui peuvent voler.
Et ça, c'est une croyance qui s'est installée à partir d'un événement. À l'idée de repenser à cet événement, vous avez une charge somatique. D'ailleurs, c'est à ça qu'on vérifie si on est bien dans l'expérience traumatique. L'expérience traumatique, la quatrième clé, c'est la somatisation, c'est la localisation. Et on désensibilise uniquement en passant par le corps. On n'a pas besoin d'analyser quoi que ce soit. C'est une expérience purement sensorielle. On ne fait pas fonctionner la tête, on ne fait fonctionner que le corps. En gros, on ramène un fragment qui va réactiver le fragment plus la croyance, bien ciblé. Ça va réactiver le processus émotionnel et donc son ressenti dans le corps. Et on va décharger ça. Jusqu'à temps que la même stimulation, elle ne génère plus la somatisation. Et à partir de là, derrière, on sait qu'on a désensibilisé. Et une fois que c'est désensibilisé, on reprogramme pour que la même croyance, elle génère un effet contraire, positif. Et dans le cas où, à la suite d'événements particuliers, on a une somatisation qui est très très forte, mais on va procéder, on veut dire, en douceur. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce qu'on fait quand c'est comme ça, et ce que je dis, c'est allez-y mollo, quoi. C'est-à-dire qu'on va prendre des événements qui sont périphériques, qui vont y aller progressivement. C'est-à-dire que je vais amener la personne sur une désensibilisation très progressive. Pourquoi? Parce que la charge émotionnelle est très forte. Donc, on va y aller très progressivement. Ouais, Quelle place, on peut se tutoyer? ouais, on peut, ouais, avec plaisir. Ouais. Quelle place tu donnes à la croyance quand l'agression a eu lieu vraiment dans la prime enfance, c'est-à-dire entre 0 et 3 ans? J'arrive pas bien à voir comment la croyance s'installe lorsque l'agression a lieu à cet âge-là. Mais en fait, c'est là où on rentre dans la complexité des boucles neurologiques. C'est-à-dire Mhm. que dans l'exploration des boucles neurologiques en EMDR, en fait, on s'aperçoit que l'expérience vécue, imaginée, même rêvée, elle va générer des représentations. Ces représentations-là, elles vont se loger dans différentes zones. Elles vont activer certains circuits. En gros, une stimulation va générer un circuit court ou un circuit long sur le plan neurologique. Mais si l'expérience a été intégrée de façon dysfonctionnelle, même si l'expérience elle a été vécue dans la petite enfance, la représentation, en fait, le déclencheur, lui, l'empreinte, elle est là, en fait. Mais on est dans un autre monde, c'est-à-dire qu'on est en train de décortiquer un programme informatique dans sa matrice de base. C'est-à-dire que dans les troubles de l'attachement, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a rien de rationnel, en fait, quand on commence à les décortiquer. Bon, là, on est sur des cycles supérieurs, mais en gros, on vient voir quel est le programme qui est installé, pour quelle raison il a été installé, ça, quelque part, on s'en fout complètement. Hein. On sait qu'il est installé, parce qu'il y a des stratégies défensives. À partir de là, ben, entre guillemets, comme un programmeur informatique, je vais faire fouiller dans le programme. Tiens, c'est bizarre ce truc-là. Là. Pourquoi c'est là? Eh oui, parce que si je ne suis pas en sécurité sur le plan relationnel, ben, derrière, je fais des stratégies de contrôle. Ah ben tiens, je deviens résistant. Ah putain, j'ai peur qu'on m'abandonne. Et en fait, on va voir toute l'architecture. Si je change le programme de base, on change. Et je vous assure par expérience, parce que je fais quand même entre 35 et 40 consultes par semaine, ça se passe réellement comme ça. Vous changez le programme. Par contre, le tout, c'est de trouver le bon programme. C'est là où ça demande un peu d'éclairage. Mais une fois que c'est déprogrammé, c'est déprogrammé. En fait, après, la personne, elle vit son expérience de vie avec un nouveau programme. Un trauma vicarien, c'est j'ai entendu une histoire, j'ai imaginé l'histoire, et depuis, je suis terrorisé. J'ai une dame en Norvège qui, gamine, a entendu sa grand-mère raconter une histoire avec un livre noir et un diable et des trucs de superstition. Cette dame, elle a 60 ans. À l'idée de voir un flyers avec un petit diable façon graphique, ça la met dans une angoisse terrible. Pourtant, elle a jamais vu de sorcière. Elle a jamais vu le diable. Elle a entendu une histoire qui l'a terrorisée. L'histoire qu'elle a entendue, pouf, représentation, croyance, tac, installée, terminée. Hop, l'affaire a été pliée. Elle a 50 ans avec. Bon, ben là, en 3 séances, on a tout dégagé. Ouais, ah, le diable, tac, 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 hop. Et pour certaines personnes, ça va super vite. Et puis pour d'autres personnes, sur un truc très simple, vous allez galérer parce que on n'est pas égaux. Ça dépend. Mais une fois que l'événement traumatique est retraité, la charge émotionnelle, elle est dégagée. Donc la sécrétion de cortisol, elle tombe, etc. Et par effet mécanique, ben, le corps se relâche. Et le seul indicateur, le MDR, et je vous dirais toujours en formation, c'est le corps qui fait le score. Rien d'autre. C'est le corps qui fait le score.
Donc, très intéressant comme approche. Une question de Sophie qui nous demande si on peut pratiquer le MDR sur ses proches. Bah, où est-ce que c'est recommandé ou pas? La réponse. Perso, je le déconseille. Voilà, c'est comme le... Sauf si vous voulez, après, si c'est un ex, par exemple, bon, un ex un peu encombrant, vous pouvez, non, je blague. Non, après, ça dépend, ça dépend de la proximité, mais je me refuse de le faire aux membres de ma famille, à mon ami, parce que, par expérience, quand je vais farfouiller, je sais jamais ce que je vais trouver derrière. Des fois, un truc basique, vous direz, oh, il n'y a rien derrière. Puis, ouf, là, l'expérience avec la souris qui parlait d'autre chose, je peux vous assurer que ça m'a fait bien comprendre que restez prudent. Imaginez un instant que vous êtes en pleine charge émotionnelle parce que vous allez réactiver une situation de votre passé que vous n'avez pas vu venir et que ça parle d'une relation qui parle de votre intimité et c'est votre conjoint. Comment vous allez faire pour lui exprimer ce que vous êtes en train de vivre? Vous pouvez pas, l'enjeu il est tellement important que soit je garde pour moi, mais si je garde pour moi, je tilte, parce que là, pour le coup, là, vous êtes chargé comme une mule. Et si je le dis, je prends le risque de quoi? De créer un dysfonctionnement dans ma famille. Je pense que le problème avec les proches, en tout cas sur le MDR, c'est que vous savez pas ce qui va se passer et que comme vous pouvez pas mesurer la réaction comme vous savez pas ce que vous allez retrouver derrière, je prends pas le risque. C'est puissant, mais c'est pas parce que c'est puissant que je dois me positionner comme un sauveur et essayer de sauver toute ma famille, tous mes proches. Non, je confie mes proches à des professionnels que je connais et c'est très bien comme ça. Neutralité absolue. Et puis sincèrement, en tant que praticien, pour ceux qui me connaissent, quand je charge pour désensibiliser, pour être très rapide, je charge. C'est vraiment quelque chose voilà, qu'on doit mesurer. Si c'est quelqu'un que j'aime, est-ce que je vais avoir la même posture? Je suis pas sûr. Je pense que l'affect va me parasiter dans mon protocole. Et si je suis parasité dans mon protocole, ça me convient pas. Mais après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. On est d'accord sur la réponse. Question de Martial. La durée d'une séance de MDR, puisque sur 35-40 par semaine, c'est quand même déjà pas mal en nombre de séances. Donc, à voir combien de temps tu y mets. 1 heure. 1 heure par séance. C'est déjà... Ouais, au-delà, la personne, elle est rincée, hein. C'est sur une séance de désensibilisation qui est une partie assez lointaine dans le protocole. Quand vous en faites déjà pour vous pendant 30 minutes, 40 minutes, vous êtes content quand ça s'arrête. Donc, donc, ouais, ouais, non, c'est séance max 1 heure. Après, sur de l'anamnèse, on pourrait pousser à 1 heure et demie parce qu'on est plutôt en train d'explorer, mais euh, 1 heure, c'est bien. 1 heure et demie quand on débute, c'est parce que ça permet d'être dans le confort. Je pense que c'est pas mal, ouais. Quand j'ai commencé, je faisais 1 heure et demie sur l'anamnèse. Ok, impeccable. Question de Charles. Est-ce qu'on peut accompagner une personne diagnostiquée bipolaire stade 2? Ah, ça dépend. Je vous répondrai toujours la même chose. Oui. Est-ce qu'on peut accompagner des addicts? Oui. Alcool? Oui. Bipolaire, j'en ai. Trouble borderline, j'en ai aussi. Bon, schizophrénie, bon, c'est pas patientèle, ils sont plutôt dans les prises en charge sécurisées, donc bon, ils viennent pas vers nous. Tout ce qui relève de la bipolarité, oui, ça se prend en charge. Après, tout dépend de la sécurité dans le présent. Est-ce que la personne elle est réceptive? J'ai eu le cas où un psychologue parisien m'envoie quelqu'un qui est au RSA et il me dit bah, Julien, tiens, je t'envoie quelqu'un, c'est du costaud. Un homme 39 ans au RSA qui a jamais travaillé de sa vie suite à des abus sexuels dans son enfance, dépressif, mais alors plus, hein. Ouais, je me suis dit, mais jamais, dans ma tête, je me suis dit, ça passera jamais. Et je fais le protocole de ressources et vous savez quoi, il était hyper réceptif. Allez savoir pourquoi. Et puis il y a des gens, vous allez croiser, vous dire, ah, ça va y aller tout seul, mais ça passe pas. Tant que c'est réceptif, bah, j'y vais. Et puis, tant qu'il y a de la sécurité dans le présent, je continue. S'il n'y a pas de sécurité dans le présent, je sécurise et après j'accompagne. Quand je parle de sécurité dans le présent, c'est si sur le plan
perso, c'est très instable, ben voilà, on va sécuriser, on va essayer de travailler avec la personne. En fait, notre esprit n'est pas disposé à travailler sur des événements du passé si le présent, il n'est pas OK. Si vous n'avez pas de logement le mois prochain, je veux dire, à la personne, à quoi bon aller farfouiller ce qui s'est passé quand j'avais 14 ans? Là, la préoccupation de l'esprit, c'est demain. Donc, il ne sera pas disposé à faire le retraitement. Et on va se faire parasiter. Sécurité dans le présent, c'est indispensable. On appelle ça l'échelle d'Hoffmann. C'est une échelle sur laquelle on se base pour mesurer comment on avance. Et pour faire le lien, autre question sur les personnes qui ont un trouble autistique. Est-ce que tu prends en charge ou pas? J'ai pas eu le cas. J'en ai eu le cas, mais comme analyste, mais sur le trouble autistique, j'ai eu de la déficience intellectuelle. C'est compliqué parce qu'après, il faut qu'ils aient accès à quelles sensations, qu'est-ce que tu as pensé de toi-même à ce moment-là, dans le cadre de l'évaluation, pour aller chercher les déclencheurs, pour aller vraiment comprendre la boucle neurologique. Dès qu'on va rentrer sur des troubles cognitifs, sur de la déficience, on va vite se faire parasiter. La personne n'a peut-être pas accès aux informations, ou la personne, peut-être que les informations sont parasitées. C'est sur la déficience intellectuelle légère. J'ai une maman qui m'avait sollicité. J'ai fait 2 séances. La première de découverte, deuxième protocole de ressources. Quand je lui demandais de me décrire la tristesse, elle était incapable de me décrire ce que pouvait être la tristesse. Bon, si j'ai pas accès à l'émotion ni à la localisation, moi je peux pas faire de EMDR du tout. Il me faut des clés pour travailler en EMDR. Si j'ai pas les clés, on n'avance pas. Bon, de toute façon, on peut pas avancer donc. Mais c'est un protocole qui est très sécurisé. Donc, en fait, vous avez ces informations-là assez rapidement. Donc, on va pas désensibiliser l'événement du passé dès la première séance. Ça, c'est une histoire. Enfin, ça, c'est juste pas possible, quoi. On va désensibiliser l'événement du passé peut-être à la troisième, quatrième séance. Jusque-là, on prépare le terrain. On va voir ce qui se joue. Le protocole, il dit ça, hein. Donc, ça peut paraître un peu effrayant au prime abord en disant, ouah, on va travailler sur les trucs un peu chauds, ouais, mais quand on arrive au moment où on actionne la désensibilisation, on est loin dans le protocole, hein. Sauf si vous voulez faire du dégât, ou je vous invite à faire directement stimuler les yeux. Mais non, clairement, ça ne se. Il y en a qui le font, mais je vous le déconseille vivement, hein. Respectez le protocole, c'est la seule façon de vous mettre en sécurité et de mettre en sécurité votre patient et de bien travailler. Et à partir de là, c'est un billard. Vraiment. Vous serez étonné de ce qu'on peut faire avec cet outil. Et dernière question, on va aux dernières questions, on va tout à la fin du webinaire. Comment est-ce que tu décrirais une personne réceptive à l'EMDR? Euh, euh, Comment je vais le détecter dès la deuxième séance, ou même parfois dès la première séance, mais dès la deuxième séance, sur justement ce fameux protocole étendu que j'ai modélisé, qui est une prépa mentale avec des stimulations, pour vérifier si la personne, euh, si je suis, en gros, si je suis capable de désensibiliser une situation du futur qui génère juste un peu de stress, ça veut dire que la personne elle est réceptive. En gros, ce protocole-là, c'est vous êtes chargé sur une situation qui génère du stress et à la fin de la séance, c'est OK. Vous êtes même content d'y aller, quoi. Mais ça montre que la personne elle est réceptive. C'est pour ça que je vais jamais direct sur le protocole standard. Je vérifie d'abord en amont si elle est réceptive. Si elle est réceptive, on peut y aller. On le sait, on le sait. De toute façon, la personne, elle va vous le dire direct, hein. Elle va dire, ah, c'est cool, c'est tout, c'est génial. Mais vous allez voir vous changez de vie, hein. C'est un truc, c'est une expérience à vivre. C'est, Et la dernière, quelle est la différence, facile à répondre, la différence avec Rhythmo? Bah, la validation scientifique. Ouais, ça prend pas le même protocole que... C'est pas le protocole de Francine Shapiro. Si vous voulez vendre de l'EMDR à vos patients, et on vous dit, bah oui, mais vous avez été formé à quoi? Protocole standard de Francine Shapiro, c'est comme ça que j'ai communiqué. Je ne travaille uniquement avec le seul protocole qui est recommandé par la Haute Autorité de la Santé. Alors, vous pouvez sortir, c'est le petit rouleau, le petit papyrus, là, avec toutes les recommandations, tous les pins et tous les badges, hein. Ça vous met une légitimité. Pan, la personne, elle est directe, on se dit, ok, bah, c'est bon, on y va, quoi. Après, c'est mon postulat, hein, de dire, je m'appuie derrière un truc solide sur lequel c'est pas contestable. À partir de là, derrière,
Ok, super. On a normalement répondu à peu près à toutes les questions. On va arriver à la fin donc, de cette réunion. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous a apporté des réponses à vos questions. Si vous avez d'autres questions sur nos formations, bien sûr, il y a Antoinette qui se tiendra à vos dispositions et moi-même. Pour tout ce qui est budget, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc on est à 1 280 € le cycle 1, pareil pour le cycle 2, c'est le même tarif pour les deux. Si vous prenez les deux ensemble, bien sûr, il y aura une réduction. Comme aujourd'hui c'est le Black Friday, vous avez tout à moins 50% si vous inscrivez tout de suite maintenant. Non, je rigole. Ça, c'est un gros truc de marketing. On n'est pas là-dedans. Non, bien sûr. Vous avez le temps de regarder. Tout est sur le site avec les dates. Demain, vous recevrez un mail avec le replay du webinaire avec un résumé et avec toutes les infos dedans. On mettra quand même une réduction de lancement pour les gens qui pourront s'inscrire avant la fin de l'année. Le but, c'est de, voilà, de pouvoir remplir nos sessions pour l'année prochaine, sachant que les sessions seront limitées à 14 personnes à chaque fois, maximum. On prend un peu moins que sur les formations en hypnose. Donc en présentiel, majoritairement, et quand même quelques sessions en distanciel, pour ceux que ça intéresse. Est-ce que les visios, le e-learning fait partie du cycle 1? Oui, le e-learning, il sera systématiquement dans le cycle 1, qu'il soit en distanciel ou en présentiel. Et on a encore une dernière question, juste pour savoir si c'est adaptable aux agents des forces de l'ordre. Bon, je pense que oui. Bah, j'ai pas de, tant que j'ai envie de dire si c'est dans le cadre du travail et que la hiérarchie, l'organisation de travail est OK pour que vous puissiez faire du protocole pour aider les professionnels, il y a aucune contre-indication sur tant que vous avez l'accord. À partir de là, je vois pas de limite. J'ai mis le lien du site de Julien dans le chat aussi, on m'a demandé. Donc vous pourrez aller voir aussi ce qu'il fait, comment est-ce qu'il travaille. Et si vous-même vous voulez suivre une thérapie, vous pouvez aussi à distance. Pour tout ce qui est question de la formation, privilégiez plutôt de passer par nous au début pour pas leur harceler de questions tout de suite. Mais après, comme chez Hypnosalis, tous nos formateurs sont disponibles avant de vous inscrire pour pouvoir répondre aux questions par téléphone. Et on trouve que c'est important puisque c'est pas nous qui allons vous transmettre le savoir, mais c'est bien le formateur. Dernière, combien de temps entre le cycle 1 et le cycle 2? Bah, 24 heures, le temps que je fasse l'aller-retour, quoi. Ouais. Non, il n'y a pas de date définie. On a espacé à peu près de plusieurs mois quand même. Non, non, mais après, ouais, non, ça dépend de vous. Après, il y a des gens qui aiment bien enchaîner. Il y en a qui ont besoin de bien s'approprier le cycle 1 pour aller vers le cycle 2. Je pense que, il y a pas de, il y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Tout ce qu'on a pu voir dans nos expériences d'apprentissage, on ne fait pas de formation de bloc de 20 jours d'un coup, de 8 jours d'un coup, parce que c'est pas possible. On ne tient pas l'information comme il faut. Donc, c'est pour ça que les cycles sont quand même espacés d'au moins quelques mois pour pratiquer entre-temps, avoir de l'expérience, avoir pris des questions pour revenir avec en cycle 2 de façon plus pertinente, quoi. C'est tout bon pour tout le monde? Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé. Belle soirée à tout le monde et j'espère vous revoir bientôt du coup parmi nous. Et si vous avez des questions, eh ben, à votre disposition. Merci à vous. Bien. Allez, bonne Allez, soirée. bonne soirée. Au revoir. Au revoir.